ils étaient des milliers, ils aimaient tremblants dans ces wagons plombés, qui déchirent les nuits de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 Ils secouaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps leur vie avait été jetée. Dès que l'âme retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément, combien de tours de route pressés de départ, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelle Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains prient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. Vous me dites à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 Monsieur le maire, si vous voulez bien venir vers nous. Je vous souhaite à tous, des diplomates aux gens ordinaires, la bienvenue dans notre village où vivaient au moment des tragiques événements de la guerre 39-45 Paulette, Paul et Paul Merlin, dont nous nous souvenons intensément aujourd'hui. Le 26 août 1942 se déclenche la grande rafle. Les préfets de la zone sud ont l'ordre d'arrêter tous les enfants juifs de 2 à 16 ans. Ils seront incarcérés à Vénissieux et c'est après bien des péripéties que Paulette, Paul et Paul Merlin, parents de notre concitoyen Jean-Claude Merlin, réussiront à soustraire de la barbarie nombre de ses enfants. En 1963, une commission présidée par un juge de la Cour suprême de l'État d'Israël est alors chargée d'attribuer le titre de juste parmi les nations, la plus haute distinction civile décernée par l'État hébreu à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi. Les personnes ainsi distinguées doivent avoir procuré, au risque de leur vie et sans demande de contrepartie, une aide véritable à une ou plusieurs personnes juives en situation de danger. Paulette, Paul et Paul Merlin ont ainsi acquis le titre de juste parmi les nations. C'est leur dévouement et leur courage que nous commémorons aujourd'hui. Dans cette période tragique de notre histoire, il importe que nous leur rendions solennellement hommage. En honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité
de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des Justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Leurs noms seront inscrits sur le mur d'honneur du Jardin des Justes parmi les nations à Jérusalem. La reconnaissance envers ceux dont la conduite a été exemplaire est un devoir. Paulette, Paul et Paul Merlan, à jamais vous serez justes. Nous accueillons maintenant Monsieur Clodon, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Pau. Monsieur le maire, madame la présidente de la communauté d'agglomération, monsieur le directeur des relations publiques de l'ambassade d'Israël en France, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je serai bref pour vous dire quelques mots. Tout d'abord, la fierté et l'honneur de participer aujourd'hui à cette manifestation, à cette cérémonie qui prend une tonalité particulière, puisque elle est le lendemain du décès d'Elie Wiesel, comme chacun d'entre vous a pu le voir dans la presse, et donc c'est dans un contexte tout à fait particulier qu'elle s'inscrit. Cette cérémonie du souvenir, elle s'inscrit aussi dans un contexte où des familles vont pouvoir aujourd'hui se retrouver, pour certaines se connaître, au travers du souvenir de ceux qui, au prix de leur intégrité physique, au prix de leur vie, ont choisi de sauver des Juifs. Ce témoignage que nous aurons tout à l'heure sur le rôle qu'ils ont eu par des intérêts nous touchera tous en cette période où le vivre ensemble est particulièrement mis en péril. Il nous rappellera l'exigence que nous devons tous avoir de construire une société fondée sur le respect, fondée sur la tolérance, fondée sur la liberté et fondée sur la solidarité. Cette cérémonie, elle nous permettra aussi de jeter un regard lucide sur ce qui fut l'histoire de la France en ces périodes difficiles et de se projeter dans l'avenir. Et je crois que la présence aujourd'hui de jeunes enfants permettra de perpétuer le souvenir, la mémoire, mais aussi de garder un cap, de garder ce cap essentiel qui est le ciment de notre société. Je vous remercie. Allocution de Madame Krief, du Comité français pour Yad Vashem. Monsieur le maire de Saint-Sauveur, monsieur le représentant du préfet, Madame Serre, conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus de Saint-Sauveur et des autres communes, monsieur David Sidbon, président de la communauté de Saint-Étienne, je remercie d'être présent. Je remercie aussi Gérard de l'Omnibride de Lyon d'être présent parmi nous. Madame Valérie Pertu-Porteret, je vous remercie de votre travail. Monsieur Jean-Claude Merlan, juste parmi les nations, que nous saluons avec respect, ainsi que son cousin, monsieur Henri Merlan, représentant Paul et Paul Merlan. À la famille de Jean Baumel et à la famille de Rachel Rajman, Shalom, qui vient représenter donc Rachel Rajman-Berkovitz. Nous sommes très heureux que vous soyez là. J'ai l'honneur de représenter le Comité français pour Yad Vashem, laïque et républicain, et en son nom, je souhaite par ces quelques mots préciser ce que représente Yad Vashem. Le nom de Yad Vashem est tiré d'un verset biblique d'Isaïe. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront jamais effacés. Créé en 1953, Yad Vashem est un lieu unique. C'est le lieu de conservation de la mémoire du peuple juif assassiné, 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Le mémorial de Yad Vashem a plusieurs missions.
perpétuer le souvenir de ces Juifs assassinés, honorer tous les actes d'héroïsme, de sauvetage, de révolte se rapportant à l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et les génocides à travers le monde. C'est un lieu exceptionnel, on y découvre la profondeur du désastre, c'est-à-dire la destruction du judaïsme européen. On y médite sur la barbarie dont les hommes sont capables. Toute l'histoire de la Shoah nous est montrée. Le nom des principaux lieux d'extermination sont inscrits dans sa crypte. Les places et monuments glorifiant les héros des ghettos et les partisans. Les murs de pierre où sont gravés le nom de plus de 5000 communautés juives anéanties. C'est aussi là où se situe le bouleversant mémorial où sont égrenés les noms de 1,5 million d'enfants exterminés et où brûle en permanence une multitude de bougies. Enfin, c'est le lieu où l'on rend hommage aux justes parmi les nations. Au moment où se déroulait la Shoah, quand la majorité des citoyens gardaient le silence sans intervenir, alors que d'autres collaboraient activement avec les nazis, des personnes non juives choisirent de sauver des juifs au péril de leur vie. L'État d'Israël, créé par les Nations Unies en 1948 et Yad Vashem décidèrent en 1963 de leur rendre hommage et de leur attribuer le titre de juste parmi les nations. Ce titre est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Il est la traduction d'une expression hébraïque utilisée dès l'Antiquité dans le Talmud, recueil du droit civil et religieux du judaïsme, pour qualifier les non-juifs vertueux, œuvrant avec compassion et justice. On dénombre à ce jour, en 2016, plus de 26 219 justes dans le monde, dont 3 926 en France, parmi lesquels 683 en Rhône-Alpes. Malgré le lourd tribut payé à la solution finale, c'est grâce à l'engagement et au courage de ces Français et Françaises du refus que de nombreux Juifs de France furent ainsi sauvés et protégés. Je ne reprendrai pas la citation de Simone Veil, Monsieur Mazza, que vous avez gentiment dit. Le 18 janvier 2007, dans la crypte du Panthéon, le président de la République, Jacques Chirac, sur une proposition de Simone Veil, donnait alors aux justes parmi les nations, reconnus ou restés anonymes, une place légitime auprès des grandes figures de notre pays. Il y a fait inscrire leur action collective par ces mots. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. À la demande de Madame Rachel Reichmann, témoin de ce sauvetage représenté par ses enfants, Ornit et Ethan Raz, ses petits-enfants Farhan, Elon, Timna et Do, j'espère que je n'ai oublié personne, cette nomination de juste parmi les nations est accordée à Paul et Paul Merlan. À la demande de Monsieur Jean Baumel, témoin aussi de ce sauvetage, cette nomination de juste parmi les nations est accordée à Paulette Merlan. Leurs noms seront gravés sur le mur des justes à Jérusalem et à Paris, que je vous invite vraiment à aller voir. C'est grâce à eux que les noms de Rachel Reichmann et Jean Baumel ne figurent pas sur le mur des déportés. À la famille de Paulette Merlan, je voudrais vous dire quelques mots. Vous êtes le représentant de ces justes parmi les nations et vous pouvez être fiers de vos parents et cousines qui, au péril de leur vie et de leur sécurité, ont aidé des Juifs pour leur permettre d'échapper à l'arrestation et à la déportation dans les camps de la mort. Cet homme et ces femmes ont eu toutes les qualités, de la lucidité, car ils font comprendre la gravité des événements, de l'empathie, cette faculté est indispensable à la survie de la société, de l'énergie et de l'organisation, car il faut organiser des cachettes, fabriquer des histoires, faire taire les enfants, justifier des bruits insolites ou des cartes d'identité perdues. Et à toutes ces qualités, il faut en ajouter une, la modestie. Car à la question « pourquoi ?», la réponse la plus fréquente est « n'importe qui aurait fait la même chose à ma place ». Mais précisément, tout le monde ne l'a pas fait. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est aussi parce que des justes parmi les nations ont aidé mes parents, paternels, maternels, à échapper à la déportation. Les générations futures doivent être en permanence averties du danger, de l'intolérance,
du racisme, de l'antisémitisme, du négationnisme et de l'amalgame pour qu'elle reste vigilante afin que cela ne se reproduise pas. Il ne suffit pas de dire « plus jamais ça » pour que plus jamais n'advienne. Si nous l'oublions, les 810 actes antisémites déclarés en 2015, le martyre d'Ilan Halimi, les odieux attentats meurtriers de Toulouse, Bruxelles, de l'Hypercacher sont là pour nous le rappeler. Et comment passer sous silence les inquiétants événements en 2014 où les cris de mort aux Juifs ont été hurlés par une foule haineuse dans plusieurs villes de France. Est-ce le signal de la fin du vivre ensemble pour une communauté juive vieille de 20 siècles qui a tant apporté à la France? Dans ces actes haineux et barbares, ce sont au-delà de la communauté juive et de la diabolisation de l'État d'Israël, les forces vives de la République et notre démocratie qui sont menacées. Je voudrais avoir une pensée pour Elie Wiesel, qui a toujours dit « n'oubliez jamais ». À vous, Monsieur le maire, et à votre équipe, aux habitants de Saint-Sauveur et d'ailleurs, merci de votre engagement dans cette noble cause. Votre commune pourrait, si elle souhaitait, rejoindre le réseau Villes et Villages des Justes de France. Voilà, donc nous aurons l'occasion de nous revoir, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a une autre médaille qui devrait être remise à Saint-Sauveur. Merci à vous. Je vais demander à Madame Valérie Pertu-Porteret de nous faire le récit de ce sauvetage. Bonjour. Je me joins à toutes les salutations, remerciements qui ont été donnés avant. Évidemment, je suis très heureuse d'être parmi vous et je vous remercie de la confiance que vous me faites aujourd'hui. Je suis doctorante en histoire, je dois soutenir mon doctorat le 15 décembre. Le sujet étant les opérations de sauvetage conduites au camp de Vénissieux dans les journées du 26 au 29 août 1942, sachant en bref que sur les 1016 personnes qui seront internées au camp de Vénissieux des suites de la Grande Rafle, 470 personnes seront exfiltrées, dont 108 enfants. Parmi ces 108 enfants, nous en avons 5 qui ont eu l'extrême chance de pouvoir trouver refuge dans le petit village de Saint-Sauveur. Il s'agit de Rachel Berkovitch, de Jean Baumel, de Hélène Reichmann et de Jules et Anna Sraj. Mais pourquoi? Pour comprendre l'itinéraire des 2 de ces enfants cachés au petit village de Saint-Sauveur, la petite Rachel Berkovitch chez les époux Merlan et le petit Jean Baumel, tout d'abord chez Paulette Merlan et Marthe Royer, il faut remonter à leur parcours d'enfants d'avant la guerre. Rachel, comme Jean, sont natifs de Belgique et leurs parents le sont de Pologne. En Belgique, le père de Rachel est coiffeur et les parents de Jean sont tailleurs. Ce sont des étrangers arrivés en Belgique dans les années 30, avec l'espoir d'avoir fui définitivement le danger de l'antisémitisme. Mais au mois de mai 1940, il leur faut quitter la Belgique au cours de l'exode. La famille Berkovitch arrive au petit village de Alba-la-Romaine et la famille Baumel à Saint-Sauveur. Au terme de cet exode assez pénible, les familles Baumel, Sraj et Reichmann arrivent successivement en train et font partie de ce convoi d'environ 600 réfugiés débarqués en Ardèche et dont un certain nombre d'entre eux dans la vallée de l'Eyrieux, à Saint-Sauveur de Montagut. À Saint-Sauveur vont donc se retrouver réunis de nombreux réfugiés belges, juifs et non-juifs. Ce village est fort heureusement doté d'une assez forte communauté protestante qui se montre très accueillante et chaleureuse avec tous les réfugiés. À Saint-Sauveur, l'accueil de la population protestante a marqué les esprits des familles belges, juives et non-juives. Les époux Merlan ont hébergé plusieurs familles belges non-juives. Les familles juives, Baumel, Reichmann et Sraj, œuvrent pour se rapproprier leur vie. Les hommes retrouvent du travail, les femmes réorganisent leur vie en famille, les enfants vont être scolarisés, des liens de sociabilité vont s'établir avec les habitants du village. Pendant un peu plus d'1 an, les familles juives Baumel, Reichmann et Sraj ont tissé des liens étroits avec les habitants de Saint-Sauveur de Montagut. On les a aidés à se loger, à se nourrir et même à trouver du travail. En 1942, ils font désormais partie du village.
Chaque famille peut, grâce à cet accueil chaleureux, faire face à ces nombreuses difficultés de vie liées à la guerre que partagent également les villageois. Puis malgré eux, au cours du printemps et de l'été 1942, l'étau va à nouveau se resserrer autour de ces trois familles. Des nouvelles lois de Vichy leur mettent la puce à l'oreille sans pour autant leur permettre d'agir pour les contourner. Les hommes sont éloignés de leur famille et les femmes se sentent prises dans les mailles du filet d'un nouveau piège auquel personne ne s'attendait. Jean Baumel se souvient très bien de l'intensité des moments où la gendarmerie des Ollières est venue à leur domicile pour arrêter son père. Il nous dit « Chille, mon père, était en train de travailler puisqu'il était tailleur à Saint-Sauveur. Les gendarmes ont demandé à Jean de les accompagner vers lui et sous ses yeux, ils ont embarqué son père. Le 26 août 1942, c'est la grande rafle de la région de Lyon. Jean se souvient très précisément de cette nuit du 26 août 42. Mon père ayant été arrêté le 25 août, ma mère est restée ensuite dans l'attente de notre arrestation. Quelques heures avant, elle a sorti 2 photos, l'une d'elle et l'autre de mon père, en me disant « Tu ne devras jamais oublier tes parents ». Le même jour, Rachel et sa belle-mère sont arrêtées à Alba en Ardèche. Ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui est venue les arrêter, mais un garde champêtre qui est venu se présenter à leur porte palière pour leur demander de se préparer et de les suivre, car il avait reçu l'ordre de les rassembler dans un autobus situé au centre du village pour les conduire au camp de Vénissieux. En tout, 1016 juifs étrangers, entrés en France après le 1er janvier 1936, sont internés au camp de Vénissieux pour y être triés. Dans la nuit du 28 au 29 août 1942, l'œuvre charitable des Amitiés chrétiennes, patronnée par le cardinal Gerlier, et ce, en association avec les membres de l'œuvre de secours aux enfants et des résistants des services sociaux de Vichy, entreprennent de sauver tous les enfants. Pour cela, il leur faut obtenir l'accord des parents d'accepter d'abandonner leur enfant, ce qu'ils firent pour leur donner une chance de survivre. C'est probablement l'un des gendarmes des Ollières, le dénommé Mouton, qui a prévenu les époux forts qu'il y avait une possibilité de pouvoir reprendre les enfants qui étaient sortis du camp de Vénissieux. À la suite, René et Madeleine Faure et Paulette Merlan ont entrepris des démarches pour aller récupérer les 5 enfants à la montée des Carmélites dans le 4e arrondissement de Lyon, avant de reprendre dans la foulée un train pour Valence, où ils ont dû se résoudre à passer la nuit dans une gare avec les 5 gosses, car il n'y avait plus de car qui desservait Saint-Sauveur. Jean Baumel est placé chez Paulette Merlan et Marthe Royer, qui étaient 2 jeunes femmes célibataires qui habitaient dans la même maison. Elles étaient en quelque sorte voisines. Paulette avait un commerce au rez-de-chaussée de cette maison et Marthe Royer travaillait comme secrétaire dans une usine toute proche. Le soir et la nuit, Jean était chez Marthe Royer et la journée chez Paulette Merlan. Rachel Berkovitch, qui a été placée chez les époux Merlan, a tout gardé en mémoire. Dès mon arrivée, dit-elle, les époux Merlan ont tout de suite pris la précaution de mettre en haut d'une armoire ma valise et de cacher mon violon. Les époux Merlan n'avaient eu que des garçons, Michel, Jacques et Jean-Claude. C'était une famille aisée. Ils avaient une compagnie de transport d'autobus, ils possédaient beaucoup de terrains agricoles, mais également des sources d'eau minérale et un grand garage. Toute la famille Merlan aidait à l'entreprise familiale. La mère s'occupait de la comptabilité, la grand-mère cuisinait. Autour de la table pouvaient se trouver chaque jour réunis de 5 à 10 personnes. La nourriture était abondante, ils étaient propriétaires d'une ferme. Dans cette partie de l'Ardèche, on trouvait beaucoup de fruits qui étaient destinés à l'exportation. Dans cette maison, tout le monde travaillait. Par exemple, le jeudi, nous dit Rachel, je nettoyais les escaliers en bois et je faisais briller avec de la cire. J'allais également à l'école avec Hélène Reichmann. Comme elle avait mon âge, nous étions dans la même classe. Il y avait une école de filles et une école de garçons. C'était une famille protestante. Ils ne m'ont jamais forcé à les suivre au temple, mais moi je voulais y aller. Et c'est ainsi que je suis allée à l'école du dimanche, au temple, avec leurs enfants. J'ai même participé au mouvement des éclaireurs unionistes, auquel appartenaient les garçons Merlan. À cette époque, j'avais conservé mon nom et mon prénom. Toutefois, on m'avait recommandé de dire que je m'appelais Rose, si un jour on me demandait mon nom dans la rue. Avec Jean-Claude, le plus jeune des fils Merlan, nous étions très liés. Mais nous avons été séparés
car dans le courant de l'hiver 42-43, notre vie a été bouleversée par l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui avait d'autres projets pour nous. À l'approche de l'hiver 1942, Madame Merlan a eu un contact avec quelqu'un de l'OSE qui leur a signifié qu'il fallait me conduire en gare de Valence, tout comme les autres familles en charge de Jean Baumel, d'Hélène Reichmann et de Jules Srage, afin de rejoindre un de leurs contacts et de continuer leur voyage pour Montpellier, où sera organisé leur départ pour l'Amérique. Finalement, ce projet a avorté et les enfants sont revenus à Saint-Sauveur à nouveau pour y être protégés. En 1944, Rachel quitte la famille Merlan pour retourner vivre avec sa maman qui était revenue la chercher de Belgique. Rachel Berkovitch nous donne l'une des clés de compréhension des motivations de son sauveteur, puisque, malgré elle, dans le courant de 1944, dit-elle, je suis retournée à Alba avec ma mère qui avait obtenu un petit travail de servante dans une famille chez qui nous avions pu louer une petite chambre. Et au cours de cette période, il m'est arrivé de retourner rendre visite à la famille Merlan. Ils me manquaient, et cela me procurait beaucoup de bonheur de les revoir. Jean-Claude Merlan apporte d'autres précisions. Nous étions 3 garçons. C'est pour cela que je pense que maman avait choisi d'accueillir une petite fille. Elle avait toujours désiré une petite fille, et elle n'en avait pas eu. Je pense que c'est son choix qui a primé, en plus des circonstances qui ont fait que nous avons pu accueillir Rachel. Mes parents étaient très attachés à Rachel. J'avais vraiment l'impression qu'elle faisait partie de la famille. Pour moi, mes parents avaient adopté cette petite fille. Ce n'était pas quelque chose de naturel, mais presque. Mais je n'ai jamais vraiment beaucoup posé de questions. Mon père faisait un peu partie des patriarches du village, bien sûr, et puis des hommes mûrs d'un certain âge, qui d'une part avaient connu la guerre, c'était une expérience qui comptait, et qui étaient également très engagés aussi dans l'Église réformée. Mais il était très bien secondé par ma mère. Elle était sans doute un élément très stabilisant pour cette petite fille. Elle l'avait vraiment adoptée, il n'y avait pas de différence entre nous. Pour cette petite fille, ils avaient pris un engagement et ils étaient confiants grâce à la foi qu'ils avaient. Je pense que c'était un acte de résistance également, le reflet de leur désir de vouloir sauver quelques vies. J'ai eu au téléphone le mari de Rachel Berkovitch qui m'a dit de vous lire ces quelques lignes, surtout à vous, Monsieur Merlan. Cher monsieur, nous sommes, Rachel et moi, désolés de ne pouvoir assister à la cérémonie à l'issue de laquelle il vous sera remis pour vos parents décédés, Paul et Paul Merlan, le titre de Juste parmi les nations pour avoir aidé à leurs risques et périls des enfants juifs pourchassés pendant l'occupation. Vous recevrez une médaille et un diplôme d'honneur établis à leur nom, et leurs noms seront à jamais gravés sur le mur d'honneur dans le jardin des Justes parmi les nations de Yad Vashem à Jérusalem. Nul mieux qu'eux ne le méritait, et c'est la juste récompense pour tous les efforts déployés afin de nous sauver. Rachel a été adoptée par tous, appelant vos parents parrains et marraines, et a été une sœur pour vous, les 3 garçons, partageant avec entrain tous les moments de la famille. Votre mère a toujours parlé de Rachel avec beaucoup d'émotion et de nostalgie. Je suis très heureux pour vous, chers amis, et en renouvelant mes félicitations, je vous adresse l'assurance de nos sentiments de reconnaissance. Partagez avec toute notre famille ma sincère amitié, Rachel et Wolf Reichmann. Je crois qu'il y a la petite fille de Rachel qui veut vous dire aussi quelques mots. Good afternoon, everyone. My name is Farhan Raz, and I'm 17 years old. I am Jewish, I'm an Israeli, and I stand here before you today because you saved my grandmother's life. No words in any language can describe your bravery and my gratitude towards you. Thanks to you, my grandmother is alive. Thanks to you, I stand here today, alive, with pride. In the place where good
overcame the bad, where love overcame the hate during the Holocaust, and your humanity saved lives. You were the beacon of light in the total darkness during the war. Thank you for risking your own lives to save my grandmother's life. Thanks to you, the world is a better place. Jean-Jacques Rousseau used to say that the man is good by nature. You are a live testimony of this. I hope that the bond between our families will stay strong among the future generation as well. Thank you for everything. Faran, Rachel's granddaughter. Now I read it in Hebrew. Shalom לכולם. שמי פארן רז, בת 17, יהודייה, ישראלית, ואתם הצלתם את סבתא שלי. אף מילים בשום שפה לא הצליחו לתאר את הגבורה שלכם. בזכותכם, סבתא שלי חיה. בזכותכם, אני כאן, עומדת בגאווה. במקום בו הטוב ניצח את הרוע, האהבה ניצחה את השנאה, והאנושיות שבלבכם הצילה חיים. אתם הייתם נקודת האור בחושך המוחלט שנפל על האנושות בזמן השואה הנוראית. תודה לכם על שסיכנתם את עצמכם למען סבתא שלי. בזכותכם העולם שלנו טוב יותר. ז'אן ז'אק רוסו נהג לומר שהאדם הוא יצור טוב מטבעו. אתם ההוכחה לכך. תודה רבה לכם על הכל. אני מקווה שהקשר בין משפחות יישמר גם לדורות הבאים. פארן, הנכדה של רחל. תודה רבה. En français, Monsieur le maire, Monsieur Jean-Claude Merlan, Messieurs, Mesdames, je me présente, Faran, âgée de 17 ans, petite fille de Rachel, juive israélienne. Il n'existe pas de terme dans aucune langue pour décrire le courage de vos parents, Paulette, Paul et Paul Merlan, afin de sauver ma grand-mère. Grâce à eux, je suis présente à ce jour avec fierté, là où la bonté a vécu la haine, l'attitude humaine a sauvé la vie. Ils ont été la lumière dans les ténèbres pendant le cataclysme de l'Holocauste. Je les remercie pour avoir aidé à leurs risques et périls le sauvetage de ma grand-mère. Grâce à eux, nous vivons dans un meilleur monde. Jean-Jacques Rousseau avait coutume de dire que l'homme est bon de nature et vos parents ont été la démonstration vivante de cet adage. Merci pour le solide appui prodigué. J'espère que le lien entre nos familles persistera. Faran, petite fille de Rachel Berkovitch. Je vais demander maintenant à un petit-fils ou les petits-enfants de Monsieur Merlan, un petit-fils de Monsieur Merlan qui va nous lire un poème. Bonjour à tous. Donc je vais vous lire un poème qui a été écrit par Paul Rosenberg. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais ils n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ils ont sauvé des juifs de leur destin tragique par un esprit instinctif ou même patriotique. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine, jamais ils n'ont parlé de leurs actions humaines. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Au-delà de leur vie, les juifs de leurs enfants n'auront pas d'amnéal par ces hommes clairvoyants. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Merci. Je vais demander maintenant à Madame Sultana de nous interpréter le chant des partisans. Si vous voulez chanter, vous êtes invité à chanter. Et de vous lever,
chaîne. Amis, entendez le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Oh oui, partisans, riez et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le bruit du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos dos, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a un pays où les gens au gré des lits font des rêves. Ici, nos voitures, nos marches et nos tues ou crèvent. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes la nuit, sors de l'ombre à ta place. Demain, les soleils séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entendez le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendez les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, 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 Je vais demander maintenant à Monsieur Ido Bomber, représentant l'ambassade d'Israël. Monsieur le maire, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la déléguée régionale du comité français pour Yad Vashem, Monsieur les représentants d'organisations juives, chères familles, chers amis. Avant de commencer, je voudrais aussi remarquer le concernant la décès hier d'Elie Wiesel, un écrivain d'une grande personne. Et je cherchais ce matin de voir si je peux trouver une citation qui va être bien pour cet événement aujourd'hui. Il y avait une chose que je trouvais qui était intéressante. Et Elie Wiesel, il a dit « Celui qui écoute un témoin devient un témoin ». Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici témoins. Il y a 60 ans, André Malraux nous disait que la vraie civilisation, la part de l'homme que les camps ont voulu détruire, avait triomphé de la vraie barbarie. Au mois de janvier 2007, la France a rendu un vibrant hommage aux justes parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes de France au cœur du Panthéon. Ce jour-là, le courage et la noblesse d'âme de ces héros, humbles et discrets, ont été reconnus à leur juste valeur.
Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les ténèbres régnaient sur l'Europe, les justes de France ont eu le courage de braver l'autorité injuste. Au péril de leur vie et de celle de leur famille, ils ont mobilisé leurs âmes, leur cœur et leurs forces pour sauver leurs compatriotes juifs. Certains ont trouvé la mort en voulant préserver la vie. Très souvent, les justes considèrent ce qu'ils ont fait comme étant naturel. Parfois, ils disent même qu'ils auraient pu en faire davantage. Mais par leurs actes, ils n'ont pas seulement sauvé des innocentes, ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de la France. Ils représentent encore maintenant les valeurs de la République française, même pendant les jours obscurs. Je tiens également à saluer tous les justes anonymes et résistants français, où auprès notamment beaucoup de juifs ont permis aux 3/4 de la communauté juive de France d'échapper aux griffes nazies. Dans le Talmud, il est écrit « Quiconque sauve une âme, sauve l'univers tout entier ». Je crois que nous voyons ça aujourd'hui. Chers amis, le peuple juif n'oubliera ni les horreurs, ni les lumières des nations. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Le courage est la capacité de prendre les décisions les plus humaines parmi les conditions à nous-mêmes. Dans la tradition juive, dans la maxime de Père, il est dit « Là où il n'y a pas d'homme, soit un être humain ». Les justes sont l'exemple concret de cette valeur fondamentale et universelle de l'humanité. Pour la mémoire des morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer les souvenirs de cette tragédie humaine. Pour chaque Israélien, le souvenir de la Shoah est indispensable. Une grande partie de ma famille a été assassinée pendant cette période. Mon grand-père a été creusé à main nue, la fosse commune. On a été entracés ces 2 sœurs après leur exécution par les nazis pour leur donner une sépulture décente. La mémoire est indispensable à l'homme pour construire son futur. Le juste montre le chemin. On rappelle que seules ces valeurs et la solidarité peuvent sauver l'humanité. Le juste parmi les nations enseigne aux nouvelles générations qu'il faut toujours croire à l'homme et le servir. Ils ont fait appel à leur esprit critique sans être influencés par celui qui crie le plus fort. Ils ont choisi le camp de la vie. J'ai appris qu'en Ardèche, le travail de mémoire est important, mais il faut toujours être vigilant face au révisionnisme. Le département de l'Ardèche compte à ce jour 52 justes parmi les nations, et que notamment par ce type d'événements que l'antisémitisme peut reculer. Cette cérémonie est aussi un rempart contre toutes sortes d'extrémisme. Il y a quelques jours, un attentat terroriste a frappé Istanbul et a coûté la vie de 41 personnes. Jeudi dernier, une jeune fille israélienne de 13 ans a été assassinée, poignardée à mort chez elle, dans son sommeil par un terroriste palestinien. Les attaques terroristes en Israël sont similaires à celui qui détruit en Belgique, en France et en Turquie. Les gangrènes terroristes cherchent à détruire nos valeurs communes. En ces jours, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour les victimes de ces horribles attentats. Ces victimes ont été sauvagement assassinées au nom d'une idéologie de la mort qui a déclaré la guerre à tout et c'est quoi que nous croyons. En la démocratie, en la liberté, en la tolérance, en la fraternité. La médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction de mon pays. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle. Au nom de l'État d'Israël, en vertu des pouvoirs qui m'y sont conférés, j'ai le grand honneur de remettre la médaille des justes parmi les nations à titre posthume à Paulette, Paul et Merlin, pour avoir sauvé la vie de Jeanne Baumel et Rachel Rajman. Chers justes,
Nous vous sommes à jamais reconnaissants de ce que vous avez accompli, au péril de leur vie. En honorant les justes, nous honorons la vie. Chers justes parmi les nations, sachez que vous nous donnez la force de croire en cette humanité. Merci à vous de fond de cœur. Monsieur Baumel, Monsieur Raz. Sur le diplôme, il est écrit « Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 25 novembre 2014, la commission d'hommage aux justes des nations nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros de Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille des justes parmi les nations à Paulette Merlan, qui, au péril de sa vie, a sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Son nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des justes des nations au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Je remets ce diplôme. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 23 juin 2015, la commission d'hommage aux justes des nations, nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille des justes parmi les nations à Paul et Paul Merlan, qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Leur nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des justes des nations au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Merci. Notre famille est très honorée de recevoir aujourd'hui la médaille Juste parmi les nations délivrée par Israël et décernée à Paul et Paul Merlan, mes parents, ainsi qu'à Paulette Merlan, ma cousine. Ils seraient très étonnés de cette grande distinction car ils n'ont jamais mis en avant leurs gestes qui leur paraissaient tout à fait ordinaires. Pourquoi ce geste? D'abord, un geste de résistance. En effet, Louis Merlan, mon oncle, et Paul Merlan, mon père, furent mobilisés pendant la guerre de 14-18. C'était donc pour eux un acte contre l'envahisseur. Aussi, geste d'accueil de personnes persécutées pour suivre l'enseignement biblique reçu de leur appartenance à la religion protestante. Venus tout spécialement d'Israël pour nous entourer en cette journée. Son fils, son épouse et leurs 4 enfants. Rachel hospitalisée, comme il a été dit, et son mari de santé fragile n'ont pas pu se joindre à nous. Mais ils sont avec nous de tout cœur. Leur présence de la famille de Rachel aujourd'hui est la meilleure preuve de la reconnaissance et du plus grand des merci pour mes parents. Rachel et d'autres enfants reçus dans les familles de Saint-Sauveur, la famille de Jour de Près, la famille Ré-Ranc de Saint-Sauveur de Montagu, la famille Frachon de la Croze de Saint-Sauveur, ont pu, dans la chaleur d'un foyer familial, surmonter leur traumatisme et les s'épanouir comme des enfants de leur âge. Espérons, comme nous l'avons entendu,
espérons qu'il y ait toujours et partout des femmes, des hommes qui luttent pour la paix et contre toute barbarie malheureusement toujours présente dans beaucoup de pays. Je remercierai au nom de notre famille les personnes ici présentes. Mesdames Evelyne Aguenot et Ariel Krief, membres du comité français pour Yad Vashem, organisateurs de cette cérémonie. Aux personnalités ayant répondu à notre invitation. Madame la conseillère départementale, Laetitia Serre. Monsieur Roger Mazat, maire de Saint-Sauveur de Montagut, et son conseil municipal, dont beaucoup de membres ont pu se joindre à cette cérémonie. Aux professeurs du collège de Saint-Sauveur de Montagut, aux représentants de la communauté catholique, à monsieur Jean Baumel, qui enfant fut reçu dans la famille de monsieur Dejoux Aprel, à madame Valérie Porteret, qui, par ses recherches minutieuses, a fait le récit du sauvetage de 108 enfants juifs en août 1942 et découvert qu'à Saint-Sauveur fut accueilli 5 enfants. Merci aux amis et aux membres de notre famille qui n'a pas hésité à se déplacer. Merci à monsieur le représentant de la préfecture, monsieur le secrétaire général. Merci à monsieur l'adjudant chef de la gendarmerie de Saint-Pierreville. Voici, je citerai les personnes qui se sont excusées car non disponibles. Monsieur le préfet de l'Ardèche, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le député de notre circonscription, monsieur le curé, monsieur le pasteur, madame la principale du collège, madame la directrice des mûriers. Voici un grand merci à vous tous, en espérant de n'avoir oublié personne. Je vais demander maintenant à monsieur Baumel s'il veut bien nous dire quelques mots également. Excusez-moi, parce que je n'ai jamais parlé dans un micro. Comme ça. Très bien. Bon, je ne reprendrai pas tout l'historique qui a été fait par Valérie. Je n'ai rien à dire là-dessus. Simplement, je témoigne pour Paulette Merlan, que moi, j'ai vraiment bien connue. Lorsque on est arrivé ici à Saint-Sauveur, ce que je confirme... Parce que je confirme l'accueil extraordinaire qu'on a eu de la part de la communauté protestante. Et ce qui fait que j'ai participé à des activités où j'ai connu Paulette Merlan, qui était monitrice. Je me rappelle d'elle, enfin je me rappelais d'elle du fait qu'elle était très active, qu'elle jouait de l'harmonium. Enfin bref, elle m'impressionnait beaucoup. Lorsqu'on a été exfiltré, comme Valérie l'a raconté, de Vénissieux, on a été mis dans un local que je n'ai pas vraiment identifié, mais il paraît que c'était un local d'éclaireurs. Et à un moment donné, tout ça, ça a été rapide. À un moment donné, j'ai vu la porte s'ouvrir et j'ai vu arriver Paulette Merlan qui m'a dit, Jeannot, parce qu'à l'époque on m'appelait comme ça, hein, tu viens avec moi. Je suis venu avec elle, j'ai vu Madame Faure et on s'est retrouvés quelques temps après, enfin 2 jours après, ou le lendemain, je ne sais plus, à Saint-Sauveur. Là, j'ai été confié effectivement
à deux jeunes femmes, enfin à Marthe Royer, essentiellement, qui avait fait la promesse à ma mère de s'occuper de moi si elle était arrêtée. Parce qu'à l'époque, je pense que nos parents ne pensaient pas que la gendarmerie des Olières arrêterait aussi les enfants pour les livrer à l'Allemagne. Voilà, c'est là comme ça que j'ai connu donc Paulette Merlan, Marthe Royer, et c'est vrai que je vivais chez Marthe Royer. Je mangeais chez elle, je dormais chez elle, mais dans la journée, la plupart du temps, j'étais chez Paulette Merlan qui tenait un commerce, parce que Marthe Royer était employée, elle travaillait, quoi. Bon, alors ceci n'a pas duré très longtemps, parce que la situation n'était pas tenable. D'abord, c'était une charge. Ensuite, on n'était pas à l'abri d'une dénonciation qui était, disons, une activité fort pratiquée à l'époque. Et on m'a fait transférer dans la commune de Chalancon, à Presles, chez la famille Dejour, Samuel et Noémie Dejour. Et Noémie Dejour, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'appelait de jeune fille Frachon. C'était quelqu'un de Saint-Sauveur, enfin du Moulinon, disons. Voilà, je suis resté là jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, on m'a envoyé à Paris faire des études, par parenthèse, dans un lycée où j'ai connu Elie Wiesel. Et ensuite, j'ai fait des études, disons, à l'université. Et je suis revenu chaque année à Presles. Et chaque fois que je revenais à Presles, je suis descendu et je suis resté en contact avec Paulette Merlan. Paulette Merlan, au bout d'un certain temps, a quitté Saint-Sauveur et est allée à Loriol ouvrir un autre commerce. Et là, je l'ai perdu de vue pendant un certain temps. Mais disons, il y a quelques années, avant sa mort, je l'ai retrouvé, on s'est recontacté, on est resté en correspondance et même par téléphone. Et 3 ou 4 fois, j'ai été la voir à Loriol. Je l'ai retrouvée telle qu'elle était, enthousiaste, très préoccupée des autres. Elle a soigné sa vieille mère toute sa vie, sa vieille mère qui était malade toute sa vie. Et j'ai gardé d'elle un souvenir tout à fait extraordinaire. Je pense que ceux qui portent son nom doivent être fiers d'avoir connu cette personne. Je vous remercie. Je vais vous demander maintenant de vous lever. Nous allons interpréter la Tikva et la Marseillaise. Et ensuite, la mairie de Saint-Sauveur nous offrira le cocktail, le vin d'honneur de l'amitié. Sophia
Tu es Jean, qu'on fasse quelques clichés Roland Fachon. avec Oui, le cousin de Paul. Eh bien, écoutez, on va changer. On avait joué ensemble dans notre jeunesse, tu te souviens? J'ai tellement entendu parler. L'année passée, des années. Avec Valérie, par les travaux de Valérie. Donc, Eh oui. Jacob. J'en venais par là, vers la jeune fille, voilà, voilà. On va se serrer un peu. Oui, il est juste en face. Venez. Je pense que vous perdiez votre papier. Est-ce que vous remercier Mathias, parce qu'il a pris des photos, supporté pendant 4 ans. Ah oui. Business is business. Et Oscar, attends, viens. Alors, comment c'était cette cérémonie? Hein? Tu parles à Charles, dis quoi c'était? Très bien. Ça t'intéresse? On parle pas à la bouche pleine. Est-ce que tu es fier de maman? Oui ou non? Très bien. Et il est où Mathis? Il n'est même pas venu me faire un bisou? Genre. C'est un fidèle, mais bon, il n'est plus, il avait un peu faim, ça t'intéressait? Oui. Il est fier de maman? Oui. Fier de... Hein? Oui. Allez, allez-y. Voilà.